C'est un mauvais complot, parce que c'est mon ancien service, le SVR, qui est à l'origine de ce complot. Mais le problème, pourquoi c'est un mauvais complot? Parce qu'il donne sa signature. En fait, une bonne histoire d'espionnage, c'est lorsque vous avancez quelque chose qui sera diffusé par quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, de préférence un média occidental, de préférence très de droite, et donc à ce moment-là, on pourrait gober ça. Mais lorsque c'est signé SVR, lorsque c'est signé Naryshkin, mais c'est estampillé, en fait, c'est juste ridicule. Même du temps de l'Union soviétique avec le KGB, on avait ce qu'on appelle les mesures actives. Les mesures actives, ils prenaient n'importe quel petit journal en Inde et le faisaient publier la même histoire. Et puis après, ça a été repris par Washington Post, par New York Times et Wall Street Journal. À ce moment-là, on aurait pu croire à un truc comme ça. Mais lorsque ça sort de la machine à imprimer de SVR avec la signature de Naryshkin, c'est juste ridicule. C'est absurde. Je pense qu'il y a deux éléments. Bon, d'abord, il faut interroger la source. ETA, c'est une agence de presse russe dont la fiabilité du contenu est plus que sujette à caution. C'est un deuxième point. Et puis, vous l'avez rappelé, Thomas, ça s'inscrit dans un contexte. Et la question, c'est pourquoi ça sort et pourquoi maintenant. Zelensky, il a reculé hier sur une loi très controversée dont l'objet était de saper l'indépendance des deux principales agences anticorruption, qui est un héritage de la révolution du Maïdan en 2014. Ça a entraîné une crise absolument inédite en Ukraine depuis l'invasion russe. On a vu les premières manifestations anti-Zelensky dans toutes les rues du pays, dans toutes les rues de l'Ukraine. On comprend bien que pour l'emporter, le courage et les combattants, ça ne suffit pas. Ça repose également une victoire sur la confiance qu'a votre société et qu'a la société en ses dirigeants. Donc c'est un enjeu central pour les Ukrainiens, la lutte contre la corruption, d'autant qu'il y a un institut local qui avait démontré que la principale préoccupation des Ukrainiens, ce ne sont pas les agressions russes, c'est la corruption. Donc enjeu central, pour la société, enjeu central évidemment pour les alliés européens également. Près de 100 milliards d'euros versés depuis 2022. À la fois, bien sûr, pour la sécurité du continent, certes, mais aussi au nom de valeurs partagées, la probité, l'état de droit. Et tout cela, c'est une façon de dire que Zelensky a été très en difficulté politiquement, qu'il a dû faire marche arrière. Et qu'effectivement, sentant le vent tourner, peut-être que ses opposants politiques ou les dissidents se sont dit, là, il y a peut-être une occasion d'en rajouter une couche. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la Russie, si elle veut l'emporter, elle n'a pas uniquement besoin de l'emporter sur le champ de bataille, mais elle doit l'emporter politiquement. Et elle met en œuvre tout ce qu'elle peut mettre en œuvre pour détruire et miner de l'intérieur cette société ukrainienne. Moi, je pense que c'est à cette aune-là qu'il faut lire cette tentative de complot et cette article qui est sorti par l'agence TASS. Elisabeth, sur ce complot, sur cette tentative de déstabilisation. Je rajouterais à ce que Guillaume disait aussi les Américains, parce que c'est quand même un acteur important. L'opinion américaine a été très focalisée sur ces questions de corruption. C'est un des grands éléments du débat, notamment au Congrès, mais aussi dans la base MAGA, où on voit beaucoup de ces critiques du régime ukrainien. Donc, je pense aussi, dans le contexte qui est le nôtre, que essayer de cibler même la base MAGA qui suit quand même parfois les médias russes pour différentes raisons, et cibler les États-Unis aussi, et l'opinion publique qui fait partie, comme disait Guillaume, de cette bataille politique qui n'est pas qu'une bataille. Alors ça, c'est important ce que vous dites quand on a couvert la campagne présidentielle américaine avant le vote. De très nombreux Américains à qui on parlait de l'Ukraine ou qui nous parlaient de l'Ukraine en nous demandant si nous, Européens, on était directement concernés, ce qu'on savait, etc., etc. Beaucoup avaient comme histoire les fameuses valises remplies de cash de Zelensky, ses propriétés en Italie, etc., etc. À l'instant le fils même. de Biden. Le fils de Biden, mais ça revient de notre vieille histoire. C'est vraiment quelque chose qui alimente la base MAGA. À l'instant même, l'Ukraine qui annonce des arrestations dans une affaire de corruption visant le secteur de la défense, des arrestations dans le cadre d'un système de corruption à grande échelle impliquant des responsables politiques dans ce secteur de la défense. Évidemment, peu après le tollé que vous évoquiez tout à l'heure, on a du mal à penser que tout cela sort comme ça maintenant par hasard. C'est très important cette histoire. Malheureusement, à mon goût, on n'en a pas parlé cette semaine assez de cette histoire parce que l'Ukraine a prouvé être un grand pays démocratique.
Ça veut dire en même temps le pays qui est en guerre, dans lequel le moindre affaiblissement du politique peut avoir la répercussion sur le front et sur la résistance en Ukraine. Et donc ce pays en guerre a su organiser des manifestations libres dans ces Maïdan. Maïdan en ukrainien, ça veut dire la place, une place dans une ville, et qui n'ont pas été réprimées. Je vous rappelle quand même, en Russie, c'est juste pas possible, et que Zelensky a très vite compris qu'il a fait une gourde politique très importante, et donc il a tout de suite repris la main. Il a repassé une autre loi. Il a d'ailleurs réuni tous les acteurs politiques, mais aussi juridiques, mais aussi dans les forces de l'ordre qui étaient concernés par cette loi. Et il a fait voter une loi qui est considérée comme bien meilleure, y compris par ces organismes. Pourquoi c'était important? Parce qu'en fait, déjà la Rada, le Parlement ukrainien. Qui est le Parlement ukrainien, apparemment, il y avait une trentaine de députés de la Rada qui étaient visés plus ou moins aussi par les enquêtes de corruption. Et en fait, on disait, ils se protègent et donc du coup, ils veulent museler en fait les services. Mais vous savez ce qui est le plus marrant, c'est que Poutine a Valaam. Il a dit, mais Zelensky, il avait raison, en fait, de mettre sous le de museler, parce que dans un État, on peut pas permettre à des organismes de mener les enquêtes comme ça, libres et indépendantes. En Russie, ça paraît impensable. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, en fait, la réaction de Poutine. Mais tout cela s'est déroulé dans un contexte particulier. Alors d'abord, petite précision, il y a eu effectivement 4 ou 5 jours de manifestations d'affilée dans toute l'Ukraine. Il y a eu aussi de grosses pressions internationale. L'Europe, par exemple, qui a menacé de suspendre 18 milliards d'aides à l'investissement à l'Ukraine. Ça a été démenti après. Oui, mais enfin, il y a eu quand même des pressions. Von der Leyen s'est exprimée. Ça, c'est sûr. Les Américains aussi se sont exprimés en disant attention à ne pas faire d'impair en la matière. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que tout cela intervient après une réorganisation politique en Ukraine où Volodymyr Zelensky a encore une fois un peu plus resserré son cabinet avec des gens en qui il a absolument confiance. Donc tout cela n'arrive pas par hasard. Il faut se souvenir aussi, puisque vous évoquiez l'univers de la défense, qu'un personnage dont on va beaucoup parler dans les 2 premières années du conflit, Oleksiy Reznikov, le ministre de la Défense, a été évincé et remplacé par Roustem Umerov, justement sur un dossier de corruption. Dans un marché de fournitures uniformes et équipements. Donc c'est vraiment un mal qui existe. Pour autant, ne nous lassons jamais de rappeler que dans le classement de l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International, l'Ukraine est au 106e rang sur 180, la Russie au 154e. Bon. En même temps, il y a là effectivement un effet d'aubaine. Pour autant, un candidat au SVR dans l'épreuve conspiration et mesures actives qui aurait proposé cette copie-là, à mon avis, ne pouvait pas mieux espérer qu'une mention à peine passable. C'est quand même très paresseux, c'est quand même très transparent et c'est quand même très anachronique parce que c'est vrai, on sait très bien que les services soviétiques puis russes ont toujours été très actifs dans la volonté de semer la discorde. On les a vus à l'œuvre là-dessus au sein des oppositions dans les pays visés, de leur étranger proche ou beaucoup plus lointain. On l'a vu en Géorgie en 2008 et après, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu au Sahel plus récemment. Je pourrais citer la Moldavie, la Slovaquie, etc. Donc ça, c'est un mode opératoire classique. Mais là, très franchement, outre ce que Sergueï souligné tout à l'heure, le fait qu'il y ait une signature visible, je pense que la leçon la plus intéressante malgré tout, c'est qu'en creux, ce que dit cette opération assez grossière, c'est le sort de l'Ukraine se joue entre Washington et Londres. On revient à la thématique de Kiev, marionnette de l'Occident global. Donc, et c'est une manière aussi d'essayer de saper l'assise d'un Zelensky, Guillaume a raison de le souligner, qui s'est mis lui-même en grande difficulté en essayant de resserrer encore les rangs autour de lui, quitte à couvrir des fidèles qui n'avaient pas été d'une probité parfaite. Zelensky qui a eu l'intelligence ou le sens politique de revenir en arrière, mais ce qui interroge toujours, pardonnez-moi, c'est dans un premier temps, pourquoi il décide de faire quelque chose d'aussi absurde que d'aller s'attaquer
à ces agences. L'une des raisons qui est avancée au moment où il le fait, c'est parce qu'il pourrait y avoir au sein de ces agences des espions. Ouais. Ça, c'est une obsession en ce moment, d'ailleurs, qu'elle soit politique ou militaire. Je peux vous dire, quand on travaille en Ukraine en ce moment, ce qui avait disparu pendant un temps et qui est revenu, c'est au checkpoint que l'on traverse, au checkpoint militaire, on nous absorbe les téléphones. Ils ont retrouvé dans mon téléphone professionnel un coup de fil que j'avais passé en Russie au mois de septembre 2022. Il a fallu que je retrouve le nom de la personne, qui était la personne, pourquoi c'était pour TF1 à l'époque. Inutile de vous dire que les coups de fil, on en passe toute la journée. Voilà, on en est là. Il y a une obsession de l'espionnage aujourd'hui en Ukraine. C'est invoqué par Zelensky pour affaiblir ces deux organismes. Mais c'est une erreur politique majeure. Oui, parce qu'en fait, les espions russes sont réels. C'est vrai qu'en Ukraine, il y a beaucoup d'agents qui sont en Russie. Vous avez le réseau de l'Église orthodoxe de Russie, contre laquelle d'ailleurs aussi le pouvoir ukrainien lutte. Donc c'est quelque chose de réel. Je vous rappelle que Zelensky, il y a 2 ans, était obligé de limoger son propre ami, Ivan Bakanov, qui était à la tête de SBU, parce qu'il n'arrivait pas en fait à virer tous les espions russes qui étaient dans son propre service. Et donc en fait, cette obsession, elle est permanente, parce qu'il y a plein de gens qui dénoncent, qui travaillent pour les Russes, etc. Mais c'est vrai que l'arrivée de cette loi, elle est quand même très maladroite, parce que justement en Ukraine, on a parlé quand même de cette trentaine de députés qui étaient concernés par les enquêtes, par les enquêtes de ces propres organismes de ces agences anticorruptionnelles. Et il faut bien préciser que sur votre plateau, je me permets de le faire face à tous mes interlocuteurs ukrainiens avec lesquels j'ai les interviews tous les jours. Je leur dis, je ne parlerai jamais de vos histoires internes, moi, à votre place. Faites attention, parce qu'elle s'est regardée en Ukraine. Bah oui, c'est pour ça que je précise. Non, mais sur ce point, effectivement, pourquoi est-ce qu'en fait Zelensky a pris un tel risque politique ? Pourquoi est-ce qu'il a effectivement, en plus, dans son bureau, avec M. Yermak, son conseiller spécial, signé quasi immédiatement cette loi qui avait été votée à la Rada? C'est une question qui est essentielle. Alors, il a apporté des justifications. Il a dit, oui, effectivement, elles sont pénétrées par des pro-russes sous l'influence russe, ces deux agences qui sont un bureau d'investigation. Ce qui n'est pas prouvé, hein, je le précise. Il y a eu des enquêtes, il y a aucune preuve pour l'instant. Ce qui n'est pas prouvé, ce qui apparaissait effectivement comme étant un prétexte. 2, il a dit la lenteur des procédures. C'est-à-dire que depuis la création de ce bureau d'investigation et de ce parquet spécialisé en 2015, donc suite à la révolution du Maïdan en 2014, il y a eu 10 gros dossiers, il y en a 3 seulement qui ont abouti à des peines de prison. Donc il dit voilà, ce truc est extrêmement lent. On a dit aussi qu'il voulait protéger son entourage politique. En effet, 2 de ses ex-ministres, donc la fameuse Olga Stefanishina dont je parlais, ex-ministre de la Justice, et le ministre de l'Unité nationale, ancien ministre, étaient visés par ces 2 bureaux-là. Il y a une explication qui est avancée par le très sérieux économiste qui dispose de sources d'insiders, comme on dit, au cœur du pouvoir ukrainien, qui est assez intéressante à envisager et qui explique la chose suivante. Monsieur Zelensky, depuis juillet dernier, le 14 juillet dernier, ayant rallié à sa cause Monsieur Trump contre son ennemi extérieur qui est Poutine, il a saisi cette fenêtre d'opportunité pour se concentrer sur ses ennemis intérieur. Vous savez qu'il est quand même en grande difficulté aussi sur le plan interne, notamment par Poroshenko, ancien chef d'État, à qui il interdit de voyager à l'étranger et qui lui pose un certain nombre de difficultés. On a parlé de Zaloujny, qui est aujourd'hui ambassadeur à Londres, ancien chef d'état-major, extra plébiscité dans les sondages, et il en aurait profité pour régler ses comptes avec ses ennemis intérieurs. Erreur stratégique majeure pour les raisons qu'on a exposées tout à l'heure. Le peuple ukrainien est profondément attaché à la lutte anticorruption et ne veut pas ressembler à cette Russie dont Vincent parlait et qui est au 150e rang mondial de pays qui sont effectivement sujets ou en tout cas amateurs de corruption. Le 30 juillet, voilà quelques jours, un média ukrainien qui s'appelle Ukrainska Pravda a publié une enquête très approfondie. Vérité ukrainienne. Oui, la vérité ukrainienne, qui tente à démontrer que le travail de SAP visant à affaiblir le dispositif anticorruption a commencé voilà plusieurs mois. Et en plus des 2 ministres ou ex-ministres auxquels Guillaume faisait allusion à l'instant, il y a 3 cas
semble-t-il, du premier cercle qui ont beaucoup inquiété Zelensky. Quelqu'un qui s'appelle Oleksiy Tchernikov, qui est un ancien vice-premier ministre et qui est un intime de la famille. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rostislav Shurma, ex-conseiller économique de la présidence, après la perquisition de son domicile berlinois. Par des policiers allemands. Et puis enfin, Timur Mindic, un ancien propriétaire de la société de production Kartal, vous savez,